Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, échec du PCRN aux élections régionales du 6 décembre 2020. Un cadre du parti de Cabral Libye dénonce le coup de pouce complice de l'UDC, du PURS et du SDF au RDPC dans le département du Vouri. Joseph Espoir Billon regrette la sourde oreille de son parti au mot d'ordre de boycott du professeur Maurice Kamto. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, le militant PCRN et 6e adjoint au maire de Douala 5e présente ses excuses au professeur Maurice Kamto pour n'avoir pas respecté son mot d'ordre de boycott des élections régionales du 6 décembre 2020. Joseph Espoir Billon accuse l'UDC, le PURS et le SDF d'avoir contribué à la victoire écrasante du RDPC. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. À ces premières élections régionales dans l'histoire du Cameroun, la plus grosse surprise vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Théoriquement bien parti pour remporter ce scrutin dans plusieurs circonscriptions électorales à travers le pays, le parti du député Cabral Libye a subi un échec avec 0 conseiller régional sur l'ensemble du territoire national. Dans l'Oignon Ekele, où le PCRN contrôle 5 communes avec 128 conseillers municipaux, 31 de ces grands électeurs n'ont point renouvelé leur confiance à leur parti, préférant voter pour des listes concurrentes. L'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en course. Un choix incompréhensible pour les militants du PCRN. Même si dans cette région du centre, le PCRN a pu glaner 17 voix dans le département voisin de la Meufouafamba sans le moindre conseiller municipal. Le parti s'en sort au décompte final avec 0 conseiller régional dans le centre. Pareil dans le littoral, le PCRN ne siégera pas au conseil régional, malgré la confiance totale renouvelée et confirmée de tous ces grands électeurs dans la Sanaga maritime et le Nkam. Même l'Ambéli dans le Vouri n'a pas suffi pour glaner le moindre siège de conseiller régional. Les militants du PCRN et 6e adjoint au maire de la commune de Douala 5e, Joseph Espoir Billon, accuse les autres partis politiques d'être complices du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ces élections. Dans le Vouri, il y a l'UDC, il y a le MP de Jean-Jacques Kindi, et il y a d'autres partis politiques comme le PUS qui ont voté le RDPC. Et nous voulons dire à tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à nous faire croire qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous sommes les affidés du RDPC, on leur dit, eh bien voilà ce que notre partenaire nous a fait. Cet élu local regrette surtout que son parti ait bouché ses oreilles au discours de Maurice Kamto sur le boycott de ces régionales du 6 décembre. Cette journée est effectivement historique. Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Kamto en lui disant nous sommes tellement désolés de ne vous avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Deuxième curiosité de ces régionales 2020, le boycott du mot d'ordre de boycott de Nidjon Frundi. Les conseillers municipaux du Social Democratic Front, le SDF, ont violé les consignes du parti, accordant ainsi leur suffrage à la liste du RDPC, le parti au pouvoir. Autre formation politique qui a fait la figuration à ces régionales 2020, c'est le Parti unifié pour la rénovation sociale. Pour son premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, dernier à l'élection présidentielle de 2018, il se contente d'un lot de consolation d'avoir participé aux toutes premières élections régionales du Cameroun pour favoriser l'accélération de la résolution de la crise anglophone avec en prime l'implémentation du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et comment comprendre cette défaite du PCRN aux élections régionales du 6 décembre 2020? Selon des politologues, le parti de Cabral Libye est victime de l'inexpérience et l'impréparation sur le marché électoral. Regard croisé de Moussa Ndioya et Luison Essomba sur les raisons de la victoire écrasante du RDPC et la cuisante défaite du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans ce reportage que signe Farel Bounia, Isabelle Carole Zoupet. Sur la défaite inattendue du PCRN dans l'Oignon Ekele, présentée comme fief naturel de son président, les acteurs politiques expliquent cet échec par le manque d'expérience de Cabral Libye
dans la conquête et la conservation du marché électoral. Non, deux attitudes peuvent justifier les résultats que nous observons de cet échec. C'est d'abord qu'on estime que leur leader est arrogant, l'arrogance du leader, mais n'oubliez pas que les conseillers municipaux du PCN sortent pour la plupart des sanctions, parce que le leader de cette formation venait de sanctionner bon nombre de ses conseillers municipaux. Je crois que c'est à l'issue de cette frustration que nous voyons ce type de résultats, c'est-à-dire que 31 conseillers municipaux qui ont penché pour le parti au pouvoir en leur accordant leur suffrage. Donc ça veut dire qu'on peut relever donc la frustration d'une part et d'autre part, peut-être certainement l'arrogance de leur leader. Selon eux, le PCRN n'a pas suffisamment travaillé sa campagne électorale et récolte ainsi les fruits de son oisiveté. Les responsables de ces partis-là, le PCRN notamment, à mon humble avis, n'ont pas suffisamment pris l'élection au sérieux. Les leaders se baladaient à travers le pays, se livraient à toute autre activité, sauf à l'activité de la campagne électorale, notamment dans leur bastion. Peut-être qu'ils considéraient que c'était déjà un acquis, et là, ça serait enlevé aux électeurs leur conscience et leur capacité de délibération, leur capacité de choix. Et les tout nouveaux venus qui pensent que la politique c'est un coup de récréation, où le plus important c'est de faire le selfie, être dans les réseaux sociaux, et l'UDC connaît que son bastion c'est le nous. L'UDC a capitalisé et a maximisé avec agrémenté même de quelques incidents ces derniers jours. Autre fait marquant de ces élections régionales, la violation du mot d'ordre de boycott par certains conseillers municipaux du SDF. Les politologues justifient cet acte d'insubordination par la corruption, le problème d'ancrage idéologique des militants et la lutte pour les intérêts personnels. Vous savez, en démocratie, la théorie de la chaise vide est contre-productive. Et je crois que le SDF est en train de le comprendre à ses départs. Vous vous rappelez qu'en 92, ils ont refusé d'aller aux élections. Et malgré, en dépit du mot d'ordre qui a été lancé, je crois que quelques-uns d'entre eux ont compris que la théorie de la chaise vide ne paye pas. Et sont allés et ont engagé quelques conseillers municipaux. Ils sont astreints à voter. C'est une obligation. Maintenant, comme ils ne participaient pas à l'élection, le principe aurait voulu qu'ils votent blanc. Mais nous sommes dans la réalité politique. Au lieu de gaspiller une voix blanc, moi j'ai discuté avec un conseiller municipal hier qui m'a expliqué en offre très calmement que bon, nous sommes en décembre, ce sont les fêtes. Vous avez 50 000. Si vous pouvez avoir un bonus, qu'un parti vous donne peut-être 50 000 samples de surplus pour que vous votez pour lui. Mais vous votez puisque vous n'avez rien à perdre, vous n'êtes pas en compétition aux élections. La victoire écrasante du parti au pouvoir, le RDPC, était prévisible selon eux au regard de l'implémentation de ce parti sur l'ensemble du territoire national. Comme c'est un scrutin indirect, le RDPC partait déjà avec un avantage colossal, à savoir le nombre de ses conseillers municipaux. La deuxième chose qu'il faut expliquer, c'est que même là où le RDPC était minoritaire, tel que dans l'Union Ekele, le RDPC a bataillé ferme sur le terrain. Pour ces politologues, les partis de l'opposition gagneraient à redoubler d'efforts pour reconquérir le terrain électoral s'ils tiennent réellement à renverser la tendance. Et dans les régions de l'extrême nord et du nord-ouest Cameroun, des intimidations, violences physiques et coups de feu ont émaillé ce scrutin du 6 décembre 2020. Des abus que dénoncent des organisations de la société civile qui ont assuré la veille électorale à la faveur des élections régionales du 6 décembre 2020. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril. Dans la salle technique aménagée pour la circonstance, des opératrices reçoivent des informations en provenance du terrain. Nous sommes à la salle de veille et d'alerte mise en place à l'occasion des élections régionales 2020 au Cameroun. Les téléopérateurs sont ceux qui reçoivent des coups de fil du terrain. Et à travers un formulaire numérique, ils les enregistrent et nous les recevons directement dans la salle d'analyse. Nous avons sur mon écran, quand je reçois les informations, en fonction de la gravité ou de l'urgence, je peux soit rappeler la personne qui a donné l'information pour en savoir davantage. Je peux tout de suite transférer à la salle de réponse. Un numéro vert 8243 est disponible pour dénoncer des abus. En cette journée électorale, des cas de violence nés de l'intimidation de certains électeurs sont signalés dans la région de l'extrême nord notamment.
L'un des cas de violence reçus ce jour dans la salle de veille, c'est des affrontements qui sont partis d'une intimidation de certains scrutateurs, intimidation et trafic d'influence. Ils en sont arrivés aux mains à violence physique. Bagarre et violence physique dans l'extrême nord. Coup de feu dans le nord-ouest, selon des informations reçues à la salle de veille. Les coups de feu sont partis déjà du fait qu'on nous a signalé tôt le matin que des personnes menacent ceux qui iraient voter. Il y a eu des blessés qui ont été transportés dans un centre hospitalier. Mise en place par Wilf Cameroun, la salle de veille électorale vise à éduquer les populations en général, les femmes en particulier, afin qu'elles participent de façon non violente aux processus électoraux au Cameroun. Et dans la région du sud-ouest, le mot d'ordre de ville morte imposé par les séparatistes a été respecté en marge de la tenue du scrutin. Ambiance de ville morte au camp de jour d'élection dans ce reportage de Julie Nguenyondé. Silence de cimetière le 6 décembre 2020, jour des élections régionales à Kumba, dans la région du sud-ouest. L'actualité politique, marquée par le vote des conseillers régionaux sur toute l'étendue du territoire, n'a pas influencé d'une manière particulière le quotidien des habitants de cette localité. La plupart sont restés chez eux, fermant boutique et tout autre point de commerce ou de réjouissance. Et ce, depuis le vendredi 4 décembre 2020. Une partie de la population a profité de cette journée, déclarée ville morte, pour effectuer des travaux d'assainissement. Regroupés en collectivité, hommes, femmes, enfants, munis des brouettes, pelles, roues, ont tour à tour dégagé les drains et la voie publique. Les Ghostones ou encore ville morte se poursuivent ce lundi 7 décembre 2020 dans la plupart des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Écho profond du 6 décembre, on en parle encore. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans les villes de Konsamba, Garoua et Maroua. Le round-up de l'ambiance de ces élections avec Cédric Nding. L'île de Garoua aura connu un scrutin à demi-teinte ce dimanche. Un chef traditionnel a trouvé la mort durant le vote. Si aucune information ne fait état des causes du décès, Bamanga Bernard Lawan de Touroua Doumbé se serait écroulé après être sorti de l'isoloir. Une tache d'encre qui vient ainsi gâcher le tableau des élections régionales dans la ville de Garoua. Autre lieu et autre réalité. La visite du gouverneur de la région de l'extrême nord dans les bureaux de vote de la ville de Maroua cachait mal l'anxiété régnant au sein des grands électeurs. Et pour cause, bien qu'ayant été calmes et paisibles, les élections régionales ont tout de même été marquées par le décès la veille d'un conseiller municipal, tête de liste B dans la localité. Une disparition qui jette un point d'interrogation sur la suite du scrutin dans cette partie du pays. Dans la ville de Nkonsamba, département du Mungo, l'heure était également au branle-bas et à la mobilisation pour les conseillers municipaux et chefs traditionnels de cette localité. Je m'en heureux parce que j'ai vu tous mes conseillers voter à 100% et c'est ce que j'avais prévu. Si le cas des chefs se ressemble, nous pensons que les élections pour le cas de Melon sont très bien passées. Une élection qui donne l'occasion au commandement traditionnel de prendre son destin ainsi que celui de ses populations en main, loin de l'ingérence des hommes politiques souvent à l'origine des guerres entre les autorités traditionnelles et administratives. Il ne va pas falloir que les hommes politiques s'y mêlent encore. Il faut qu'on laisse les chefs libres. Les chefs, un homme politique, disons, est pour tous les chefs. Donc il n'y a pas de raison qu'un homme politique s'affiche pour un groupe de chefs. Nous tous, nous sommes pour un fils ministre, quoi qu'il en soit. Donc je crois que les hommes politiques ne pourront plus s'afficher dans les affaires de commandement traditionnel. Ce n'est pas bon. Des élections historiques qui suscitent de nombreux espoirs à l'heure où le Cameroun s'engage vers un tournant décisif de son histoire.
Et c'est tout pour le dossier consacré aux élections régionales du 6 décembre 2020. Évoquons à présent cet ultimatum du gouverneur de la région du Centre aux églises dites de réveil. Le représentant du gouverneur Nasseri Paul Béa somme ces confessions religieuses de mettre un terme ou de mettre fin au bruit sonore et au tapage nocturne dans la ville de Yaoundé. C'était au cours d'une rencontre entre les représentants de plusieurs congrégations religieuses et l'administration. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganson. C'est bientôt la fin d'année, période par excellence où la parole de Dieu sort des couloirs habituels pour s'inviter à tort et à travers dans les ménages, les quartiers et au sein des communautés. Entre les églises reconnues et celles dites de réveil, ça va dans tous les sens et très souvent, les lois en vigueur sont allègrement violées. S'il y a des égarements, nous pensons que c'est certainement parce qu'il y a l'ignorance et il y a le manque de formation de certains leaders. Certains sortent donc des congrégations et créent leurs propres obédiences, ce qui entraîne donc toute cette amalgame et cette situation assez fâcheuse que nous rencontrons dans la société aujourd'hui. Il nous a été quand même reproché de travailler un peu de manière anarchique, au mépris des lois de la République. Et de plus en plus, on constate qu'il y a des déviations, il y a des déviances par rapport à nos assemblées. Voilà qui interpelle les pouvoirs publics, qui doivent s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. La liberté de culte et de religion ne doit en aucun cas se transformer en libertinage. Nous avons eu à leur rappeler la législation existante. À chaque fois, la nécessité de signaler leurs activités lorsqu'ils le tiennent, mais le respect strict du voisinage en leur évitant la nuisance sonore et les autres tapages. On ne peut pas parler de Dieu et admettre qu'il y ait le désordre au sein d'une église, dans une paroisse ou dans une mosquée, et que le respect strict de la loi, il ne saurait s'en écarter. Et en même temps, nous les avons assurés de notre appui institutionnel à chaque fois qu'ils viennent à nous. L'Église face à la loi et les attentes de l'administration vis-à-vis de l'Église. Tel est le thème de cette conférence qui avait également pour but de rappeler les devoirs et les droits du pasteur dans l'exercice de son ministère en rapport avec la législation en vigueur. Elle permet d'aborder des thématiques parfois méconnues, surtout les associations religieuses et de leurs leaders, notamment sur les questions de légalité dans la création, de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre public et des lois. Nous ne pouvons qu'encourager ces associations religieuses à se rapprocher de l'administration pour mieux comprendre, afin d'édifier leurs fidèles. Nos missions régaliennes, nous allons les assumer, afin que le calme règne tout au long de ces fêtes et même après. Il est à espérer que les différents enseignements et rappels ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. En tout cas, l'autorité administrative entend veiller au grain pour éviter tout égarement, surtout en cette fin d'année. Et nous vous proposons à présent de découvrir le quotidien d'une femme chercheuse qui a révolutionné le monde de la recherche dans la lutte contre le paludisme. Elle a mis sur pied un insecticide à base de plantes qui lui a valu un prix de l'UNESCO. François Dikome et Kediara sont allés à sa rencontre. Bien loin du glamour des palettes de make-up et des extensions capillaires, la vie de Agnès Antoinette Toumba, docteur, se résume à des éprouvettes, des tubes à vide, des échantillons et des appareils qui constituent son laboratoire de recherche. La quarantaine sonnée, épouse et mère de famille, la jeune femme manipule au quotidien des réactifs pour tenter de trouver la formule qui va à quelques égards près changer le quotidien des populations. Un pari qu'elle a relevé avec succès, un insecticide à base de plantes destiné à combattre le paludisme qui l'a fait connaître aux yeux du monde avec un prix décerné par l'UNESCO. À partir de nos lectures, nos revues de la littérature et puis certains articles qui nous ont inspirés, on s'est dit mais pourquoi pas essayer des nanoparticules avec les plantes? C'est quelque chose qui n'est pas coûteux, qui est biologique. Avant qu'on arrive à ce stade, on a essayé plusieurs fois avec certaines plantes, ça n'avait pas vraiment d'efficacité. Et c'est à la fin avec certaines plantes qu'on a pu réaliser que non, on pouvait vraiment utiliser cela comme un insecticide pour le futur. Sa formule, elle ne la rend pas publique pour le moment, mais se souvient aisément de tous les efforts menés pour aboutir à son précieux résultat. J'étais obligée de rester au labo toutes les nuits, toutes les journées. Et je pense que ça prend pratiquement
un an pratiquement pour qu'on ait pu avoir ces résultats. Contrairement aux autres recherches sur le paludisme, celui du docteur Agnès Antoinette Toumba délaisse le moustique pour se concentrer sur la larve. Le vecteur commence au niveau de l'œuf et de la larve. Donc si on combat l'œuf, le vecteur, on aura moins d'adultes. Et si on a moins d'adultes, on a moins de transmission. Et si on a moins de transmission, on a moins de malades dans les hôpitaux. Et on pourra parler d'éradication du paludisme. Comment utiliser ce produit révolutionnaire? La chercheure explique. À grande échelle, on pourra faire des pulvérisations. À petite échelle, on pourra verser dans des gîtes larvaires et dans les petites rivières. Si nous avons minimum 3000 larves en fonction de ce que nous avons versé, on réduit déjà automatiquement le nombre de larves dans tous ces gîtes larvaires. Consciente de ce que le résultat de ces recherches vient donner un sérieux coup de pied dans ce qu'il convient désormais d'appeler l'industrie du paludisme, la scientifique recommande de voir ces recherches sous le prisme de la science et non pas des finances. Nous pouvons avoir des réalisations qui peuvent changer le monde scientifique. Et en ce moment, ce que nous proposons, c'est quelque chose qui va aider le Cameroun, l'Afrique et le monde en général. Parvenir à ces résultats quand on est une femme n'est pas chose aisée. Pourtant, Agnès Antoinette Toumba, elle, a été assistée tout le long et continue de l'être par sa famille. Quand tu es mère ou épouse, tu dois faire le repas. Si ton mari ne comprend pas que c'est la même heure où tu dois être au labo, soit tu reportes le repas à plus tard ou tu le fais plus tôt, tu ne pourras pas t'en sortir. Au sein de son laboratoire de recherche, elle est tout aussi soutenue par ses collègues et cadets qui l'accompagnent au quotidien. De son laboratoire à l'international, Agnès Antoinette Toumba vient de prouver, comme Marie Curie avant elle, que la recherche n'est plus seulement une affaire d'hommes. Et sur le plan international, les Ghanéens étaient aux urnes ce lundi pour les élections législatives et présidentielles. Parmi les candidats en lice pour l'élection présidentielle figure le président sortant Nana Akufo-Addo qui brigue un second mandat et son principal challenger John Dramani Mahama. Cependant, en RCA, le climat politique est très tendu après l'annonce du rejet de la candidature de François Bozizé et 4 autres candidats. La mouture internationale, c'est signé Gladys Sidi. 12 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle au Ghana, mais elle se joue surtout entre le président sortant Nana Akufo-Addo et John Mahama, son principal rival. C'est la 3e fois en 10 ans que les deux hommes se rencontrent dans une élection présidentielle. Ils se dégagent donc comme un air de déjà-vu pour plusieurs Ghanéens. 10 autres candidats, parmi lesquels 3 femmes sont aussi en lice, mais leurs chances de l'emporter sont minimes, alors que les 2 principaux partis, le Congrès national démocratique et le nouveau parti patriotique, dominent la vie politique depuis l'instauration de la démocratie il y a 28 ans. Ce sont plus de 17 millions d'électeurs qui se sont donc rendus aux urnes ce 7 décembre, dont plus de la moitié à moins de 35 ans. Les attentes des Ghanéens sont portées sur l'éducation et la santé en priorité. Il est aussi question d'élire 275 députés. Jusqu'ici, le pays a toujours échappé aux violences post-électorales, contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains. Nana Akufo-Addo et John Mahama ont d'ailleurs signé vendredi dernier un acte de paix. Ils se sont engagés à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages et les résultats devraient être connus dans les 24 heures suivant le scrutin, mais la commission électorale a fait savoir que ce délai pourrait ne pas être respecté. En République centrafricaine, alors que la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature à la présidentielle de l'ancien président François Bozizé, la tension est montée d'un cran. La résidence privée du colonel Francis Bozizé, fils de l'ancien président, a été perquisitionnée et pillée par des éléments armés non identifiés. Tandis qu'ailleurs, fief de François Bozizé, il règne un climat délétère. La société civile a cependant salué la décision de la Cour constitutionnelle, la qualifiant de courageuse.
Et dans un communiqué de presse conjoint, les membres du G5 Sahel, composés de partenaires régionaux, internationaux de la Centrafrique, ont dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle et ont réitéré leur engagement à accompagner la RCA à organiser le double scrutin présidentiel et législatif dans des conditions optimales. L'élection présidentielle est prévue le 27 décembre en République centrafricaine. Et du sport dans ce journal, préparation du CHAN 2021. Le gouverneur de la région du centre interdit, par ailleurs président du comité d'organisation pour le site de Yaoundé, interdit des comportements irresponsables aux jeunes appelés à officier comme volontaires. Durant la compétition, Nasseri Paul Béa procédait ce jour au lancement de la formation visant à outiller des centaines de jeunes. On voit tout cela dans ce reportage de Rodi Gengassi, Marcelin Ganson. Ils sont au nombre de 700, prêts à prendre place à bord du train du CHAN 2021 qui débute le 16 janvier prochain. Ce sont des volontaires qui doivent mouiller le maillot pour faire de ce rendez-vous un succès total. Le volontariat sportif, c'est le fait qu'une personne soit capable de se donner et de se donner avec une bonne volonté à la base de toutes ses capacités pour la réussite de l'événement pour lequel il est en train de travailler. Comme en matière d'événements sportifs, d'événementiel sportif, il y a plusieurs aspects qui finalisent en la réussite de l'événement. Nous avons essayé de donner à tous ces jeunes les éléments essentiels qui doivent leur permettre non seulement de bien suivre leur formation, mais d'envisager également le travail qui les attend. Ces jeunes seront affectés dans les différentes commissions qui sont à pied d'œuvre, où ils seront appelés à accomplir diverses tâches. Aussi importe-t-il qu'ils soient bien outillés. D'où l'initiative de cette formation portée par le site de Yaoundé que coordonnent Ernest Nkou et Tondi. Nous attendons de ces jeunes de se donner un comportement digne des Camerounais. Les gens qui vont recevoir toute l'Afrique pendant cette période de CHAN, les gens qui vont recevoir les étrangers. Et leur formation doit aussi être un maillon pour eux de savoir exactement ce qu'ils doivent faire dans les différentes autres commissions. Déjà, le don de soi, la capacité de travailler en équipe, la capacité d'assurer la sécurité de l'événement et surtout de veiller à ce que ce soit à la fin un événement réussi. En procédant au lancement de la formation, le gouverneur du centre, président du comité de site de Yaoundé, a demandé aux volontaires d'être des modèles dont le comportement doit être irréprochable avant, pendant et même après la compétition. Nous ne voulons pas que les gens qui vont soutirer l'argent dans les sacs de gens, soutirer même les bics. Quand quelqu'un laisse son bic quelque part, il va falloir qu'il retrouve ce bic parce que vous êtes volontaire et vous avez décidé de garder tout ce qui est bien d'autrui ou bien pour l'organisation dans des mains sécures. Et ceux qui auront bien travaillé et bien se comporter savent qu'en 2022 encore, il y a la CAN qui va se dérouler toujours ici au Cameroun. Le CHAN, qui a connu un glissement dû au coronavirus, se tient en terre camerounaise du 16 janvier au 7 février 2021. Le site de Yaoundé est en plein échauffement avec ses 700 volontaires qui fourbissent leurs âmes. Et des publi-reportages dans ce journal, la compagnie Activa Assurance met un nouveau produit sur le marché. Activa Santé Individuelle vise à rapprocher davantage les Camerounais des bienfaits de l'assurance dans la couverture et la prise en charge de leurs soins de santé. La cérémonie de présentation de cette prestation s'est déroulée à l'immeuble d'Activa Assurance ici à Douala. Reportage. Elle a son ADN de leader du marché des assurances et soucieux d'offrir des services sans cesse innovants. Le groupe Activa met à la disposition des personnes soucieuses de leur santé et de celle de leur famille le produit Activa Santé Individuelle. La santé individuelle part d'une stratégie du particulier. Cette stratégie du particulier, le produit d'appel étant la santé. Dans notre stratégie d'avoir une approche inclusive, c'était de mettre en place un produit santé qui couvre toutes les couches de la population, et vraiment toutes les couches, avec des budgets d'assurance qui vont donc de 72 000 francs, 6 000 francs par mois, un peu moins de 3 000 francs pour l'enfant, avec des garanties qui vont jusqu'à 1 million par an. Donc c'est vous dire vraiment notre volonté
d'avoir cette approche-là qui est la plus inclusive possible. Le groupe Activa procède également à l'accélération de sa digitalisation pour répondre aux nouveaux usages à travers sa nouvelle application mobile et l'ouverture d'un showroom digital situé au Grand Mall de Douala. Que ce soit l'application mobile, que ce soit l'agence Don Digital, ça participe, comme je le disais tout à l'heure, de notre stratégie du particulier. Et notre choix, c'est de faciliter, c'est vraiment de faciliter le travail pour nos clients. Aujourd'hui, l'application mobile permettra aux clients de ne plus avoir besoin de se déplacer. C'est d'avoir une application mobile qui lui permet, à partir de son téléphone, de souscrire, de payer, de déclarer son sinistre, de suivre son dossier sinistre de manière permanente. C'est pareil pour l'agence ouverte, donc au Grand Mall, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Mais la digitalisation, c'est vraiment j'allais dire, la fondation, le support de toute ambition du particulier élargi. Quand je dis élargi, c'est vraiment élargi. La paysanne qui est au village, qui a pu prendre son assurance, si en faisant ses sillons au champ, elle se blessait et qu'elle allait se soigner, si elle veut déclarer le sinistre, que son petit à la maison l'aide à partir de son téléphone. C'est pour ça que ce ne sera pas que sur les Android. À partir de son téléphone, de nous le signaler, de faire sa déclaration. Et éventuellement, si on a un établissement dans le village, qu'elle aille se soigner en payant seulement 20%, et ainsi de suite. Si elle n'a pas épais, on lui rembourse ça suivant les délais les plus rapides. Toujours avant-gardiste, le groupe Activa, quoique ayant vu passer les secousses imposées à tous par la pandémie du coronavirus, n'a jamais abandonné les différentes communautés pour qui il œuvre sans cesse. Cette situation nous a amené à concevoir, à réfléchir sur de nouveaux produits d'assurance, parce que le Covid a créé une situation qui va créer de nouveaux problèmes en termes de risques. Que ce soit le cyber risk qui existait déjà, mais le fait que beaucoup d'entreprises, pour cause de Covid, vont être très actives sur le plan de la digitalisation, il va se poser des problèmes de sécurité informatique. Donc, les garanties d'assurance pour protéger cela sont importantes. Les événements, comme vous le savez, de nombreux événements, des concerts, plein de choses ont été annulés à cause du Covid. Donc, les assurances annulation d'événements, c'est également des choses qui vont être explorées. On s'est rendu compte qu'une entreprise peut avoir une perte d'exploitation sans qu'il n'y ait eu d'incendie, sans qu'il n'y ait eu de vol, simplement parce qu'il y a eu une pandémie. Donc, demain, des pertes d'exploitation sans dommage, c'est des produits que les assureurs doivent être amenés à vendre. L'ambition du groupe Activa reste donc de consolider sa croissance organique tout en restant ouvert à d'éventuelles opportunités à travers la qualité de son service et la confiance de ses clients, contribuer efficacement à l'amélioration de l'image de l'assureur africain et accroître de manière significative le taux de pénétration de l'assurance sur le continent où il est présent dans 11 pays avec un réseau élargi de 51 pays via son réseau Globus. Et l'entreprise Grenier du monde rural récompense ses meilleurs employés. 13 d'entre eux viennent de recevoir des médailles de travail. À Bafoussam, reportage. Dévoués et assidus à la tâche qui est la leur, notamment le travail et l'accompagnement des travailleurs de la terre, la patrie leur marque sa reconnaissance à l'équipe du Grenier du monde rural, une entreprise de production agricole et de commercialisation des intrants basée dans la région de l'Ouest avec ses tentacules dans d'autres villes du Cameroun. Ils sont 13 employés au total, en plus du président directeur général qui vient d'être décoré par l'autorité gouvernementale dans la ville de Bangante. Je remercie Papa Grenier et j'encourage beaucoup sa générosité. À cause du fait qu'il ait décidé cette année de valoriser ses employés en leur octroyant à chacun des médailles. C'est une très grande fierté pour moi de recevoir la médaille au même moment que mon patron, celui qui m'a amené dans le monde du travail. C'est une très grande fierté et ce n'est pas donné à n'importe qui. L'engagement aux côtés des milliers d'agriculteurs que compte la région Grenier du Cameroun, leur tâche consiste au quotidien aux recherches et à l'expérimentation des meilleures semences et autres produits agricoles qu'ils mettent à la disposition des producteurs pour booster leur rendement. Une mission saluée à juste titre par les autorités locales. Je saisis d'ailleurs cet honneur pour cette occasion pour féliciter les heureux élus, les récipiendaires, en les exhortant d'aller de l'avant. Une force du déploiement qui reçoit l'assentiment et toute l'attention de son ministère de tutelle, celui de l'agriculture et du développement rural. Nous sommes simplement vraiment très contents de la reconnaissance que le gouvernement de Cameroun apporte auprès des Greniers du monde rural.
parce que c'est le fruit d'un travail persévérant. Est-ce que cela doit faire peut-être une 50aine d'années qu'il est dans la filière? Vous comprenez que comme un vin qui mature avec du temps, le grenier du monde rural est devenu aujourd'hui international. Se félicitant de ce parcours glorieux, Gambou Jean-Pierre, connu sous le pseudonyme de Papa Grenier, il promet de poursuivre cette mission qui lui permet de donner du sourire à des milliers de familles à travers le pays et surtout de mettre davantage un accent sur la vulgarisation des produits locaux. C'est une fierté pour moi, c'est de bon travail que j'ai effectué, je pense, parce que si j'avais mal fait, il n'aurait pas reçu cette récompense. Nous passons beaucoup de temps à chercher. Nous ne regardons pas sur l'ordinateur ou sur un site internet pour commander un produit. C'est vrai qu'on passe par là, mais lorsque nous prenons coordonnées d'un fournisseur ou d'un producteur, nous commandons des échantillons que parfois ça nous coûte des millions, juste parce qu'il faut les essayer, que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit les semences, avant de demander l'homologation au ministère de l'Agriculture. Des nouvelles semences sont bien rangées sur les comptoirs des différentes boutiques du grenier du monde rural. Un amour pour le travail qui se transmet aussi du père au fils. Il nous conseille de bien travailler à l'école et aussi au champ pour être meilleur dans l'avenir. Toutes ces médailles ont été présentées au cours d'une soirée à l'initiative du grenier du monde rural à l'honneur des récipiendaires, le reconfort après l'effort. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans une poussière de secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Duval. Julien Berthe-Bissaye, un cadre du PCRN, par ailleurs adjoint au maire de Douala 5e, demande pardon au professeur Maurice Kamto. Après avoir exprimé sa déception par rapport à ces élections régionales, il estime que c'est lui qui avait raison d'appeler au boycott de ces élections. On ne l'a pas compris. Il faut le préciser, Duval Fangwa, que c'est la plus grosse surprise de ces élections régionales du 6 décembre 2020. Le parti de l'honorable Cabral Libi, le PCRN, n'a pu glaner aucun conseiller régional. Et vous l'avez suivi dans le reportage de Jean-Paul Chouniat, ce cadre du PCRN, le cadre Joseph Espoir Billon, qui accuse l'UDC, le PURS et le SDF d'avoir contribué à la victoire écrasante du RDPC au cours de ces élections régionales du 6 décembre. Déçu, il présente ses excuses au professeur Maurice Kamto pour n'avoir pas respecté son mot d'ordre de boycott des élections régionales du 6 décembre. Duval Fangwa. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. Bonne soirée, Julien Berthe-Bissaye. Très bonne soirée à vous, Duval. Et à demain pour le journal de 20h. Madame, Messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités. Retour sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief avec nos invités Serge Gauthier Onanina du PURS, Christian Djok Congo du PCRN, Xavier Bellemé du SDF et Paul Eyoum, ex-cadre de l'UDC. Messieurs, des accusations graves pèsent sur vos différentes formations politiques, du moins si on s'en tient à l'analyse qui est faite par des politologues. Christian Djok Congo. Oui, Duval, je voulais déjà remercier votre télévision d'avoir enfin fait un focus comme celui-là sur le PCRN. Nous voulons bien aussi qu'il se fasse ça en amont, voyez-vous, qui est comme un parallélisme, et qu'on ne voit pas seulement quand on a perdu, et même qu'on fasse un focus sur le leader Cabral Libi, le ramenant lui, Oignon Ekele, c'est-à-dire à sa terre natale. Non, tu vois, on attend qu'on fasse un focus sur les élections. L'ONCAM, la PSC qui est la nôtre, le Mbéré, la PSC qui est la nôtre, dans le Noun et bien ailleurs, dans la Méfoua Famba par exemple, où nous avons 17 qu'on est face au RDPC, voyez-vous, c'est-à-dire dans ce que le professeur Fameux nous appelle le socle granitico-identitaire du RDPC. Nous sommes y allés et nous avons eu des électeurs. Comme pour dire que la sortie de Joseph Espoir Billon est un non-événement. Maintenant, revenons à la sortie du camarade Joseph Espoir Billon, je le dis sans embâche. Effectivement, le parti a des instances, voyez-vous, et en l'espèce, sur ce plateau, je parle ex-qualité comme porte-parole de ce parti politique, voyez-vous, donc une
vision du parti est, n'est-ce pas, ressortie sur les cadres. Maintenant, le camarade Espoir Billon, que dit le camarade Espoir Billon, effectivement, c'est qu'il dit, relève effectivement de son imaginaire. Voyez-vous, de ses convictions, c'est tellement impossible, mais notre position est claire parce qu'on va quand même relever comme une contradiction pour quelqu'un qui lui a été aux élections, ou les maires, et vous dit plus tard qu'on devrait pas aller aux élections, ça pose quand même un problème de cohérence politique. Nous respectons la liberté d'opinion qui existe au sein du parti, et d'ailleurs, il est assez libre de dire ce qu'il pense, mais ce n'est pas la voix du PCRN. Notre voix, effectivement, nous l'avons dit, nous sommes allés à ces élections, nous avons une vision, et nous sommes d'ailleurs très heureux d'avoir participé à ces élections, parce que cela nous a permis de sortir un peu de la dimension de juvénisation dans laquelle nous nous trouvons, de l'euphorisme, et comprendre effectivement la réalité politique. Maintenant, quant aux supposés politologues qui ont fait une certaine analyse, je ne vais pas revenir sur... Supposés je ne vais pas les citer, effectivement. J'ai du respect pour le docteur Ambroise Luson-Essomba, qui lui est publiciste. Maintenant, quant à M. Ndoya Moussa, qui on connaît, je vais lui renvoyer la phrase que Cabral lui a déjà prononcée par le passé, que prochainement, il faut qu'il mange une fois de plus avant de boire. Parce que vraiment, ce type de plaisanterie, ce type d'aigreur, et qu'ils comprennent que les bagarres universitaires entre... Pourquoi vous ne répondez pas sur le fond de l'analyse? Je reviens. Maintenant, son analyse est essentiellement incohérente, impertinente, voyez-vous. Si vous voulez ramener une analyse, n'est-ce pas, au socle, comment dirais-je, ethnique, de l'honorable président, parce que là il nous ramène à quoi? On comprend quel est le nombrisme qui lorsqu'il dit par exemple il parle d'absence d'expérience politique qui peut justifier la déculottante de griffe du PCRN en prenant le cas par exemple Kélé ou d'autres localités. Non, en fait, c'est sur cela qu'il faut répondre. Allons-y plus loin. Il a parlé par exemple des partis selfie et autres, demandant à Dieu si lui il a été candidat à une élection, s'il sait comment on fait pour être candidat. Je vous ai parlé du cas de Mbéré et les autres. Regardez notre ancrage territorial du Val. Aujourd'hui, est-ce que vous savez par exemple, prenons le cas de la présidentielle, je vous l'ai dit lors d'une émission radio, nous avons eu plus de voix à Mokolo, nous avons eu plus de voix à Kousséri et dans le Mbéré qu'Oignon et Kélé, savez-vous ça? Est-ce que vous savez que nous on a perdu en Sanaga Maritime, qui est supposé être le pays Bassa, donc on veut rallier, n'est-ce pas, au leader Cabral. Mais on a gagné dans le Mbéré, par exemple. Dans le Mbéré, on est en progression. Mais en Sanaga Maritime, ce n'est pas le cas. Et voyez-vous, dans la Mefo Afamba, on est en progression. Ce n'est pas le cas dans le village de Cabral, où on a perdu. Mais pour un analyste qui a tous ses sens, qui est cohérent, qui ne boit pas le harki comme Ndoya Moussa, qui peut parler en toute aisance, effectivement, lui permettrait de raisonner objectivement. Je parle sur le Christian Dior, je ne vais pas vous laisser chuter. Puisqu'au lieu de répondre sur le fond, je vous réponds vous multipliez plutôt des qualificatifs à l'endroit de quelqu'un qui est reconnu comme étant un analyste politique à qui on donne la parole. Dans un journal, visiblement, vous ne voulez pas répondre sur le fond. Je vous donne les éléments factuels. Et donc, non, je vous explique ça. Si vous voulez être sérieux, si vous voulez être sérieux, vous ne pouvez pas ramener les histoires de Harki sur ce plateau pour déconstruire, dites-vous, une analyse d'un analyste politique. Non, allons-y, voilà, parce que quand il parle de selfie, voyez-vous, Duval, vous n'avez pas parlé de ça. C'est vraiment grave quand même. Pour un analyste qui se focalise sur le département de naissance, voyez-vous, d'un leader politique, où il a régressé dans son département de naissance, mais il ne voit pas ailleurs. On ne va pas nous ramener, on ne va pas ramener le PCN à Ezeka. Voyez-vous, le PCN à sa base, par exemple, à Guidigis, nous avons assez de militants encartés du Val. Dans le Mbéré, je vous ai parlé du Mbéré, où on a eu plus de... On a eu PSC. Alors, Serge Gauthier, tout à l'heure, on a commencé à échanger sur ces explications, sur ces éléments qui peuvent justifier la déculottante de griffe ou la régression de certaines formations politiques, surtout sur la question des partis politiques, des électeurs des partis politiques de l'opposition qui ont voté pour le RDPC. On a écouté pendant le journal tout à l'heure la sortie de Joseph Espoir Billon et la réaction de son camarade de parti. Ça vous satisfait? Je commence par dire que vous constatez que j'espère que quand je vais prendre la parole, comme je suis en train de la prendre, mon ami Christian ne va pas m'étouffer, faire du bruit pour que les téléspectateurs pour lesquels nous sommes censés avoir du respect et de la considération ne nous prennent pas pour des clowns. Quand j'ai fini de le dire, je dis que je le remercie parce qu'il y a un problème de discipline et on vous a parlé de ça tout à l'heure et M. Youm vous l'a dit, une question de conviction. Dans un parti politique, dans un appareil, on ne prend pas la parole au hasard, même lorsqu'on a ses positions personnelles, ses opinions en public.
il a fait, et vous avez vu, je vous ai fait une analyse mathématique tout à l'heure qui a démontré que tout ce qu'il disait, c'était des faussetés. Il est maire, c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire également que pour des nécessités de cohérence, il dit que se présenter à cette élection, et j'ai l'impression que c'est l'esprit de tous ceux qui font le reproche à ceux qui sont partis à l'élection en désavouant l'élection. L'élection, nous ne sommes pas allés à l'élection pour le RDPC, nous sommes allés à l'élection pour le Cameroun, pour les institutions du Cameroun, pour la décentralisation camerounaise, pas pour le RDPC ou pour ceux qui ne veulent pas qu'on aille aux élections. Les gens ont nié la valeur du président. Oh, le président ne fait rien. Il est là. On dit que les députés ne servent à rien, l'Assemblée nationale existe. Ils disent que les maires ne valent rien, mais se marient dans les mairies. Donc finalement, on ne peut pas construire un pays dans la logique du déni tant que ça n'arrange pas les gens. Je vais encore prendre un exemple. Je ne connais pas une société dans laquelle ceux qui démissionnent ou refusent de participer à quelque chose ont construit quelque chose. C'est-à-dire même dans une famille, si vous avez 10 enfants, les autres démissionnent par rapport à une situation de la famille où on doit cotiser pour aider à contribuer pour le mariage de quelqu'un et l'autre refuse de contribuer. Je ne sais pas si ça va aider en quelque chose. Donc, ceux qui ont fait le choix... Ça fait 2 fois que vous prenez des exemples sur le mariage, hein, il doit avoir... Ben oui, je prends parce que... C'est juste pour rigoler. Oui, c'est important. Vous me retirez, peut-être vous allez me prendre... Les gens ont dit que nous y sommes allés pour la figuration. Moi, je vais vous dire, primo, nous avons atteint de nouvelles cibles. De nouvelles cibles, les indicateurs sont là. Secondo, nous avons gagné la confiance de nouveaux militants et de sympathisants. Par la qualité de notre discours. 3, nous sommes restés cohérents. Parce que la décentralisation, en participant aux municipales, aux législatives et finalement aux régionales, nous sommes dans la déconstruction de cet État centralisé jacobin que tout le monde a critiqué. On a dit que le régime de Yaoundé était un régime qui avait confisqué le pouvoir. Il fallait que les populations soient directement bénéficiaires de ce pouvoir. Maintenant que le RDPC est majoritaire, que va-t-il donc se passer? On va donc interroger la pertinence, la consistance et le fonctionnement de cette décentralisation et mettre la Serge Gauthier, en procès. Serge Gauthier, oui. Quel est le rôle d'un parti politique? Je pose la question parce que lorsqu'on vous écoute, le sentiment c'est bon, il y a une élection, même si on ne va pas gagner, on y va, on fait campagne, on développe les idéologies. Pourtant, lorsqu'on regarde de façon concrète, des gens estiment que la première chose, le premier objectif d'une formation politique, c'est aller concourir à l'expression du suffrage. Bien. Le rôle d'un parti politique a au moins 3 fonctions. Une fonction d'alerte, constater tous les dysfonctionnements qui existent, attirer l'attention lorsqu'il est de l'opposition. Mais tous les partis de politique ont vocation à gouverner, diriger pour transformer, améliorer les conditions des populations. Ça, c'est sur le principe général. Maintenant, quand on est un parti d'opposition, on alerte sur les dysfonctionnements du pouvoir existant. Et on propose les espaces de communication, les tribunes, ça s'appelle la fonction tribunicienne. Oui. Et la 3e fonction, on a une force de proposition constructive. Quand on dit que la décentralisation, nous accompagnons la décentralisation au Cameroun, la décentralisation ne meurt pas et ne naît pas avec le PUS et ne va pas mourir avec le PUS ou le RDPC. Okay. Elle est supérieure aux individus et supérieure à nos institutions et à nos partis politiques. Le sentiment qu'on veut donner, c'est que quand on ne participe pas à la décentralisation, le Cameroun s'arrête. Très bien. Mais le Cameroun continue, les gens se marient dans ces mairies. Xavier Bien-Aimé, en écoutant donc le développement fait par Serge Gauthier Onanina, c'est le SDF, c'est le MRC, c'est vous qui comprenez pas grand-chose. Hein. Oui, je le laisse là, mais sauf que je comprends qu'il doit arriver, mais ce n'est pas la réalité, sera différente. J'aurais aimé que le PUS se retrouve malheureusement dans un conseil régional, mais fort heureusement, le PUS est dans un conseil municipal. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut faire la transposition du fonctionnement d'un conseil municipal. C'est pour ça que les conseils régionaux vont fonctionner. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec une tutelle dominante. En réalité, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, c'est une décentralisation mornée. Et que c'est une... D'ailleurs, c'est inscrit à la Constitution de 1996, de 18 janvier 1996. Depuis 1996 jusqu'à nos jours, ça fait environ plus de 24 ans que ces concepts existent. Les premières lois ont vu le jour en 2004. Les lois cadres sur la décentralisation et autres, et le Code général de la décentralisation qui a eu jour
en décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui, maintenant on commence à vouloir penser, en réalité absolument rien, c'est la poudre aux yeux. Et je vais te dire une chose, cette élection régionale nous donne plusieurs enseignements pour les acteurs qui veulent tirer des leçons à la fin. Nous y allons, d'abord, ce n'est pas une surprise que le RDPC est la razzia, parce que c'est une élection indirecte, parce qu'il ne faut pas que nous fassions ici comme si c'est les citoyens dans leur entité qui étaient appelés à voter. Donc c'est une élection indirecte. Et les indications étaient déjà données dès le 9 février dernier, et que le RDPC allait contrôler la majorité présidentielle. En réalité, c'est quoi? C'est que c'est le grand soir qui est en train de se préparer. Il faut donc caser tous les retraités du RDPC. C'est l'objectif de ces élections régionales. Recaser tous ces retraités. Et maintenant, puisque à la fin du mandat, dans tous les cas possibles, le chef de l'État actuel, d'ici 2025, puisqu'il est dans son mandat de 7 ans fini, en 2025, le chef de l'État actuel, tout compte fait, vu son état d'âge avancé, peut ne plus être candidat. Et il y aura un problème au sein de sa formation politique. Ça, c'est d'un. Et de deux, le plus grand perdant qui espérait avoir quelques voix parmi les partis hors du RDPC, notamment le PCRN et l'UDC, malheureusement, le plus grand perdant à cette élection, c'est le PCRN. Parce qu'il était fondé d'avoir moins, d'espérer avoir 15 conseillers régionaux. Je l'espère. Malheureusement, il justifie sa défaite en indexant tout à l'heure les conseillers SIF et c'est l'occasion pour moi de démentir ici. Le SIF n'a jamais donné les consignes de vote à un de ses conseillers. Le SIF a boycotté ces élections. Et que je rappelle que tous les conseillers du SIF qui ont pris part à cette élection, fort heureusement, ils ne sont pas nombreux. Je le répète, ils ne sont pas nombreux. Et Christian Joral, ils seront. Et d'ailleurs, ce n'est pas le conseiller SIF dont sa procuration se retrouve dans les réseaux sociaux, parce que je doute fort. Et que les 17 voix supplémentaires que le RDPC a eu dans le jury, certainement sont les conseillers du PCRN, et en majorité. Et que, puisque la procuration nous inquiète déjà d'un conseiller PCRN qui se balade dans les réseaux sociaux depuis un certain moment, ce n'est pas un conseiller SIF qui donne la procuration à un maire RDPC. Même pas à son maire, même son adjoint, parce que dans cette commune, il a le 6e adjoint de son parti. Il aurait donné cette procuration, mais c'est une procuration de un maire RDPC. Ça veut donc dire qu'on peut imaginer que ce maire serait en train d'aller voter pour son parti 2 fois. Donc, voilà donc des questions. Moi, je ne les en veux pas. Mais je trouve que c'est aussi, quelqu'un a évoqué tout à l'heure qu'il y a là-dedans de la jeunesse, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais il faut être franc. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Faire ami avec le RDPC, il va vous broyer. Ces gens, vous savez, on a 900 conseillers, disons 700 conseillers qui sont élus, délégués départementaux qui sont élus par les conseillers régionaux. C'est même trop petit pour le RDPC. Même si c'est 100 millions, ils sont prêts de prendre tout, ils ne peuvent pas avoir pitié de quelqu'un. C'est des gens ils ont 2 méthodes. C'est-à-dire que le système gouvernant, depuis 38 ans, gère l'État sur 2 méthodes principales. 2 principaux piliers. 1, la corruption. 2, la répression. Et donc, ça veut dire que pour vous, les autres formations politiques qui les accompagnent dans ce processus électoral, par exemple, seront des complices? Non, je ne suis pas en train de porter un jugement. C'est une politique interne à chaque parti politique de décider d'y aller. Il ne revient pas au SIF de décider si le parti A a vu raison, le parti. J'ai fait une analyse en disant que de toutes les formations politiques qui sont parties, il y en avait quelques-unes qui avaient de la chance d'avoir des élus. Et je les comprends. Malheureusement, le PCN est le plus grand perdant, puisqu'il a manqué la discipline parmi ses militants. Maintenant, il faut tenir compte de ça. Et donc, ce qui s'est passé à Iseka pourrait aussi se passer à Douala. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut faire cette similitude. Et de deux, et pour finir, je vais finir assez rapidement sur ce point, en disant que la décentralisation telle que Gauthier l'a apprécié tout à l'heure, je dis que non, c'est une erreur. La décentralisation là a pour objectif de répondre à une question. Mais c'est une très mauvaise réponse, puisque ici, il y a un problème de régler le contentieux historique du Cameroun depuis 1961. De revenir sur les accords de Fumban. C'est de ça qu'il est question. Ici, il est question de la forme de l'État et non pas décentralisée, qui en réalité
Un État centralisé, c'est une de concentration. Je vais vous prendre un exemple très simple, mon cher Gauthier. Non, très rapidement, je vais chuter par là. La loi sur la décentralisation. La loi sur la décentralisation. Parce que c'est que la définition de la loi sur la décentralisation. Ça n'a rien à voir avec une définition ni basique, ni du dictionnaire, ni historique, ni politique de la décentralisation. Monsieur Gauthier, quand vous parlez de la décentralisation, c'est un transfert de ressources. Ça n'a rien à voir avec 1950. La loi sur la décentralisation parle de 15% sur le budget de l'État. Donc de 4 800 milliards. Un peu plus de 800 milliards, 15%, mais dans la loi des finances 2021, on voit qu'on a donné une dotation de 200 milliards au CTD. Mais c'est une violation grave de l'État. C'est-à-dire que c'est une volonté manifeste alors que l'État ne parle même pas de sa propre décentralisation. Okay. Donc l'État même lui-même qui a voulu imposer aux Camerounais la décentralisation ne la veut même pas. Parce qu'ils font de la manne financière de l'État, leur mamelle nourricière. Ils ne peuvent pas s'en séparer. Paul Youm, on a écouté ces analyses qui ont été faites dans le journal. Quelle est la valeur que vous y accordez? Moi, je partage entièrement les analyses du docteur Somba et de Moussa Njoya. Hier, j'étais avec Bion, on s'est vu. Bion, c'est un ami en dehors de la politique. Et je crois, quand on allait aux élections en février, quand Bion était élu, mais Kamto avait tort. Comme le PC a perdu hier, Kamto a raison. Il faut être un moment cohérent. La jeunesse ne doit pas être signe d'immaturité. Et je comprends pourquoi il y a un élu qui a dit que le PCN souffre d'une crise d'adolescence, entre guillemets. Parce que le discours que nous tenons doit être un discours qui est construit, qui est réfléchi et un discours où nous prenons d'abord la distance avant de faire certaines déclarations. Vous avez vu une joke tout à l'heure, il a désavoué publiquement son camarade qui est par ailleurs un élu. Et cela revient à quoi? À l'indiscipline caractérisée au sein des partis politiques. Comme Gauthier Onani l'a dit, tout le monde n'a pas qualité à prendre parole au sein d'un parti politique. Il y a des personnes désignées pour le faire. Certes, un élu peut parler. Donc, son camarade. Un élu peut parler, il peut s'exprimer, oui, mais il y a des choses en public, en qualité d'élu. Mais vous voulez dire quoi? Qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses positions par rapport à pas tout à fait. C'est ce que j'ai dit qu'il parlait au nom de l'appareil. Justement, c'est ce que j'ai rappelé ici. Il a bien dit nous devant, il a utilisé nous. Allez encore bien voir. Mais ça fait longtemps que majesté. L'enjeu des régionales, ce n'était ni les candidatures. Vous avez vu que personne n'a même battu campagne sur le projet. On n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que l'enjeu des régionales, c'est sur l'intérêt d'une véritable décentralisation. Est-ce qu'il y aura une vraie décentralisation? Non. Point d'interrogation. C'est là où il y a toute la question. On va soit vers un bicéphalisme, où vous aurez un gouverneur, un président de région et son conseil qui est là, soit on va vers une véritable décentralisation. Et connaissant les méthodes du parti au pouvoir, d'ailleurs, je vois qu'une anecdote, 91, le RDPC au pouvoir, chaque année on reçoit 4 milliards de PAD à combien de dollars premier, 96, le SDF gagne la meilleure de dollars premier, Ndjako arrive, les 4 milliards sont transférés à la communauté urbaine de Douala. Vous voyez un peu le jeu politique dans lequel nous sommes et c'est la crainte que nous avons vis-à-vis de ces régionales. Eh bien, dans quelques secondes, nous allons donc retrouver Sylvestre Hippolyte Zangaou pour l'émission qui va suivre juste derrière Equinox ce soir, 100% foot. Et Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Duval, merci de décentraliser sur le plateau de 100% foot. Alors, les grandes articulations de cette émission ce soir? Rassurez-vous, on parlera de régional, mais en football, avec les championnats régionaux, dont le coup d'envoi sera bientôt donné. Mais nous parlerons surtout des Coupes africaines interclubs avec la poire coupée en deux, élimination de PWD de Bamenda en Ligue des Champions, qualification de Coton Sport de Garoua à la Coupe de la Confédération, alors que dans la tanière d'un Lion A prime, le sélectionneur Martin Tungoupilé s'est séparé de quelques cadres et fait venir 7 nouveaux joueurs dans la tanière à quelques semaines du coup d'envoi de la phase finale du CHAN que le Cameroun va organiser à partir du 16 janvier prochain. Pour en parler ce soir, nous aurons 2 entraîneurs de football en plateau du Val. Merci Sylvestre Hippolyte Zangaou et bonne émission, messieurs. Merci. Messieurs, nous allons nous séparer dans quelques secondes. Le temps pour vous de dire un dernier mot, Christian Djokongo, en 2 secondes. Dis quoi? Oui, effectivement, je voudrais
vous remercier pour l'opportunité que vous faites pour dire effectivement que non, nous sommes allés à ces élections pour proposer notre vision du Cameroun que nous avons. Et vous connaissez bel et bien quelle est la vision que nous on a du régionalisme au Cameroun. Nous l'entendons, n'est-ce pas, le régionalisme identitaire. Fédéralisme communautaire. Je voulais rassurer M. Yum que non, je ne vais pas dire régionalisme identitaire. Régionalisme identitaire ou fédéralisme communautaire, comme nous l'entendons. Donc maintenant, je voudrais, pour être clair avec nos téléspectateurs, pour dire non, le PCN n'a pas perdu à ces élections. Nous sommes allés pour quelque chose, on a gagné, effectivement, et il n'y a pas de son discordant au sein du PCN. Il y a un directoire qui est là et que l'honorable président Kaba-Libi tient de main de maître pour rassurer M. Youm. J'ai rappelé effectivement ici qu'il y a un mécanisme de parole. Il y a ceux qui sont habilités à parler. On parle de 31 conseils municipaux dans l'Union Equinox. Je voulais chuter par là pour dire, vous voyez quelle est la liberté qu'on donne à nos conseils. C'est-à-dire, donc pour vous, c'est pas la liberté. C'est une liberté, effectivement. Donc vous corrigez Serge Gauthier qui parle d'indiscipline. Effectivement, je suis en train de le dire que c'est une liberté. On n'a pas embrigadé les nôtres. Je vous ai parlé du discours du 5 à Boumel où le président a dit aux gens, vous êtes libres, votez en âme et conscience. C'est vous voulez. Donc, au début ici, j'ai parlé d'écrémage. C'est-à-dire, ce sont des élections nouvelles. Nous sommes nouveaux. On n'a pas discuté pour ceux qui ont 50 ans sur la place publique. Nous, on a ce qu'on suit. On a un bilan mitigé surtout. Surtout, mais essentiellement positif, Duval. Voyez-vous, vous connaissez bel et bien tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Aujourd'hui, quand même, quand vous voyez le Parlement, quand vous voyez la revivification, c'est le PCN qui a mené ça. Tout ce qui se passe, c'est quand même le PCN. Alors, Serge, donc, il ne peut pas parler, lui qui est en dehors de ces affaires. Il ne connaît pas comment ça se passe au sein des institutions. Non, le collègue ni les Serge Gauthier, pour sortir de l'émission. Pour sortir de l'émission, je dirais que nier la légitimité des acteurs et des actes et des actions n'empêchera jamais le fonctionnement des institutions. Les gens ont beau crier que l'Assemblée, tout ça ne fait à rien, ils vont se marier et la décentralisation sera en marche. Ce qui nous revient... C'est la troisième fois que vous parlez de mariage. Je le dirais. Ce qui nous revient à nous, population, hommes politiques, observateurs, bref, citoyens camerounais, c'est de mettre cette décentralisation en procès. Vous y par rapport, je n'ai pas cherché à croire, j'ai cherché à l'évaluer. Et maintenant, je vais en faire le bilan, puisque le RDPC n'a pas voulu une décentralisation totale et entière et colorée. J'ai également envie de dire que nous sommes allés à cette élection, nous avons appris, nous avons tiré les leçons et les conséquences, et nous nous réjouissons d'y avoir participé, même si les résultats n'ont pas été ceux-là. Et nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous sommes restés cohérent par rapport à notre philosophie de départ, c'est que nous travaillons pour les institutions, nous sommes là pour servir le Cameroun et non pas les appareils politiques. Nous avons atteint de nouvelles cibles, nous avons gagné la confiance des nouveaux sympathisants. Alors, Xavier Wilby, de toute évidence, donc vous n'aviez, enfin les partis n'ont pas tous les mêmes objectifs. Hein. Là, ils vont exclure le même problème. Par exemple, au PURS, il fallait conquérir d'autres espaces. Ça a été fait. Passer le message, vous, visiblement à SIF, votre message il est déjà connu. Et donc vous n'êtes plus sur le même terrain. Non, donc SIF est fédéraliste depuis sa naissance. Et puis je remercie Christian Ndiok de venir comptabiliser les militants SIF qui ont voté. Vous avez cité le nom. Et je tiens à lui rappeler que le Domaine Gualem est un excellent militant SIF de Douala 5e. Il est d'abord président de la circonscription électorale de Douala 5 numéro 1. Puis il y en a deux, il y a le président Kamga Salvador et tout. Donc je ne veux pas m'attarder sur ça, mais je vais dire que la situation actuelle, le RDPC, le président Biya, l'ordre gouvernant actuel, a 38 ans au pouvoir. Ils ont mis le pays dans le chaos. Ce n'est pas avec une fausse décentralisation mornée qui pourra faire quelque chose. Absolument rien. Il ne faut rien espérer de ce régime. C'est un régime qui doit carrément se mettre à côté. Il y a longtemps, il serait à côté. Si ce n'était pas maintenu par la corruption et la répression et de manière toisumite, il ne serait plus jamais là. C'est un régime qui n'a rien apporté dans ce pays en dehors de la misère, la souffrance et la dictature ambiante. Pour les Youm, je vais plutôt parler au Camerounais. Je veux dire, tout ce qui se passe là, c'est la conséquence du hors-jeu volonté des Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui refusent eux-mêmes de prendre part au jeu. Ils décident de ne pas s'inscrire sur les listes, de ne pas aller voter, de ne pas faire un effet de masse. Ils décident de se mettre sur le côté et nous vivons la conséquence. Ceux qui vont aller en 2025, qu'ils sachent que au moment où ils voteront ou décideront de ne pas aller voter, ils sachent que les maires des villes
et désormais les conseillers régionaux seront issus des élections municipales. C'est la leçon à retenir. Et comme moi, je ne veux plus du RDPC, c'est pourquoi j'ai décidé de toujours m'engager du côté des partis de l'opposition. On va s'en tenir à cela. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Paul Eyoum, ex-cadre de l'UDC. Merci à Christian Diop Kongor du PCRN, candidat à ces élections régionales. Très fair-play d'ailleurs. Merci également à Serge Gauthier Onanina du PURS. Je vous en prie. Merci à Xavier Bellémé, responsable régional du SDF pour la communication. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Excellente soirée à tous et à demain 19h.